sur la problématique, par exemple, de détection de fraude, tu ne peux pas ne pas interpréter ton modèle. Parce que le jour où tu détectes une fraude, il faut que tu saches pourquoi. Donc si le modèle ne dit rien, ce modèle ne sert à rien. Quand j'étais en banque, dans le temps, tu vois, je pense que on faisait des modèles assez avancés, tu vois. Donc, quand on voulait résoudre une problématique avec du machine learning, on faisait plusieurs modèles. Donc, on savait que c'était l'arbre de décision qu'on allait mettre en production. Pourquoi ? Parce qu'on peut encoder ces règles comme des if-else, tu vois. Oui, ouais. Et du coup, à côté, on allait faire des modèles de boosting tels que des ADA Boost ou des IG Boost. En fait, justement, moi, je te posais la question parce que je voulais voir quel était le positionnement. Parce que nous, derrière, nous qui ne sommes pas dans le domaine de l'assurance, on a tendance à penser que en assurance et en bancaire, vu que c'est des domaines assez réglementés, que tout ce qu'on fait doit forcément être interprétable by design, tu vois. Et du coup, moi, je voulais voir le positionnement des actuaires par rapport à ça à l'intérieur. Qu'est-ce que vous vous dites ? Est-ce que vous vous dites que c'est en fonction de la tâche à accomplir qu'on va chercher quelque chose d'interprétable, ou c'est par défaut vous êtes braqué sur l'interprétabilité ? Oui, en fait, pour moi, il y a plusieurs, comme tu as commencé à dire, déjà, c'est quoi l'interprétabilité, comme tu disais, et puis avoir plusieurs façons d'interpréter un modèle. Donc, effectivement, sur la nécessité d'interprétabilité, selon les problématiques, je pense que c'est pas du tout le même niveau d'interprétabilité qu'il faut donner. D'accord. Typiquement, pour des modèles qu'on utiliserait en marketing, pour détecter les personnes qu'il faut contacter, surtout appétentes. Exactement. Et surtout, les modèles qui sont utilisés aussi dans l'A/B testing. Donc, avec l'expérimentation qui est construite, si on trouve que, par exemple, sur une page web, un bouton rouge fonctionne mieux qu'un bouton violet, et on va choisir le bouton rouge. D'accord. On n'a pas forcément besoin d'interpréter le modèle. D'accord. Du coup, dans ce type de problématique, on ne rend compte à personne, pour moi. Alors qu'en assurance, sur la problématique, par exemple, de détection de fraude, tu ne peux pas ne pas interpréter ton modèle. Parce que le jour où tu détectes une fraude, il faut que tu saches pourquoi. Donc, si le modèle ne dit rien, ce modèle ne sert à rien. D'accord. C'est vrai que les algos de détection de fraude que j'ai rencontrés n'ont pas vraiment trop ce côté interprétabilité. Tout à fait. Ouais. C'est pour ça que, d'ailleurs, pour revenir à mon cas, quand j'ai commencé à justement donner ces règles métiers, ces quelques cas que les experts connaissaient, il fallait que notre modèle, déjà, les trouve. Et si on a des cas qui sont des faux positifs, il faut qu'on sache expliquer pourquoi et que ce soit corrigé pour que les métiers soient tranquilles aussi. Typiquement, un exemple qui était sorti, c'était un cas de la personne avait une 4L. D'accord. Donc les experts disaient, c'est pas possible. Imaginons même la personne à 60 ans, 4L, chauffeur de VTC. C'est pas possible. Je peux pas, appeler le client et douter qu'il est un chauffeur de VTC. À 60 ans. Exactement. Ouais. Donc du coup, pour lui, voilà. Et donc, on devait, dans tous les cas, travailler le modèle pour que les résultats soient bien compris par les métiers, qui soient confortables devant les prédictions qu'on fournissait. D'accord, très, très, très intéressant. Ok, je pense que ça nous éclaire davantage. Est-ce que du coup, moi en banque, dans le temps, dans mes expériences passées, j'ai vu la régression logistique presque partout. Est-ce que tu as vécu ce phénomène dans l'assurance ou... Pas forcément, mais j'ai entendu dire qu'effectivement, il y a peut-être une dizaine d'années, une vingtaine d'années, c'était le roi des algos, la régression logistique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un modèle linéaire qui reste très intéressant.
comme benchmark, pour moi, on peut toujours le faire. Et puisque tu parles des modèles linéaires, pour moi, concernant l'interprétabilité, il y a aussi plusieurs niveaux d'interprétabilité dans le sens où le niveau d'exigence d'interprétabilité n'est pas le même selon les rôles des personnes qui voient le modèle. Par exemple, quand on parle de l'interprétabilité pour les data scientists, je vois parfois des tableaux de bord extrêmement compliqués. Enfin, je pense que ça fait penser aussi au diagramme, enfin, au graphique que le package SHAP sort. Oui. Mais cette interprétabilité, on ne peut pas le montrer, je pense, à un top manager, par exemple. Top manager. Lui, il va dire c'est ça que tu appelles interprétabilité. Moi, je comprends rien. C'est rouge et c'est bleu. Voilà, exactement. Mais je exactement. Voilà. Donc, et du coup, le niveau d'interprétabilité, donc, c'est pas du tout le même. Et parfois, l'interprétabilité, en fait, c'est pour les data scientists. Et je pense que justement, c'est aussi extrêmement important de simplifier cette interprétabilité pour aussi les métiers. C'est vrai que les data scientists ont tendance à chercher une interprétabilité pour eux. Exactement. Et pas pour le métier. Je pense que c'est un point intéressant que tu soulèves là. Oui. Et aussi pour l'interprétabilité, toujours pareil, vis-à-vis des data scientists. Par exemple, souvent on dit un modèle linéaire. C'est un modèle plutôt interprétable. Maintenant, mon expérience quand même me dit que on ne cherche pas suffisamment à interpréter même ces modèles qui sont considérés comme étant interprétables. Prenons un exemple. On prédit le prêt immobilier ou le sinistre en assurance. Souvent, on va prendre plusieurs variables. On peut imaginer pour prédire, on prend l'âge, on prend là où il habite. D'ailleurs, comment modéliser, ça c'est déjà une grande question. L'adresse. On va prendre aussi pour sa voiture, du coup, l'âge du véhicule, marque, modèle, etc. Et là, avec le modèle linéaire, on a des coefficients. Est-ce que tu regardes, par exemple toi, vraiment les coefficients pour les interpréter? En vrai, je pense que c'est lors de la construction du modèle, tu vois. C'est un genre d'explication globale qu'on se donne, tu vois, mais c'est vrai que dans l'utilisation du modèle au jour le jour, pour ce genre de modèle, moi, je ne vais pas avoir les coefficients, c'est juste au début, tu vois, pour auditer un peu mon modèle, pour comprendre un peu est-ce que c'était... Maintenant, c'est vrai aussi que l'utilisation des coefficients peut poser un problème dans le sens où... si par exemple des variables sont corrélées, tout ça, les coefficients peuvent être un peu... Ouais. Et je pense que ce côté interprétabilité réside aussi dans le fait que quand on a plusieurs variables, finalement, on n'arrive plus en fait, à interpréter facilement. Je ne sais pas si tu vois, quand on fait une courbe, enfin, tout le monde est là, les gens viennent, ils vont dire « Ok, une régression linéaire avec une seule variable, A et B. » A, c'est la pente, on va dire, ok, du coup, si on veut prédire le prix immobilier, donc on sait ce que ça veut dire la pente. Du coup, les gens vont venir challenger. Tu vois, du coup, les top managers, ils vont dire, ah, c'est ça le montant? Moi, je crois pas de mon esprit. Alors que si on a un modèle, normalement, un modèle est censé te donner de meilleures précisions. Sauf que là, les coefficients, on ne regarde plus. Personnellement, je trouve que c'est parfois un peu dommage. Et c'est là où... du coup, pour les data scientists modernes, je pense que le fait parfois de se limiter parfois uniquement à la performance avec un score final d'un modèle, c'est un peu dommage. Oui, tout à fait. Parce que le modèle, comment dire, selon du coup les modèles, que ce soit arbre de décision, modèle linéaire, etc., les modèles fonctionnent de manière très différente. Et je pense que le fait de bien comprendre ces modèles, déjà, c'est une grande interprétabilité qu'on fait, une interprétation qu'on fait par rapport à la modélisation de ces données. Oui, tout à fait. Je pense que tu soulèves des points très intéressants, notamment, il faut bien connaître ces modèles pour pouvoir prendre des a priori par rapport à ces données. Et ensuite, aussi, il faut pouvoir
pouvoir expliquer le modèle déjà à soi-même, data scientist, les prédictions, pouvoir auditer. Et le dernier point, pouvoir avoir de l'interprétabilité compréhensible par les métiers, par le top management et tout ça. Je pense que peut-être qu'on devrait forcément un peu plus s'y pencher. Pour du coup poursuivre notre interview, c'est est-ce que toi, est-ce que tu penses du coup que niveau système d'information, tu vois, dans les boîtes d'assurance, est-ce que c'est plutôt des systèmes d'information vieillots qui tournent sous Cobalt ou tu penses qu'il y a de la place pour, il y a de l'ouverture d'esprit pour de l'innovation, des systèmes d'info capables de pouvoir déployer en fait les algos de machine learning qu'on fait aujourd'hui? Euh, c'est selon, selon les projets que j'ai pu gérer, c'est vrai que c'est très hétérogène. Parfois, c'est des fichiers Excel. Pour te dire qu'il n'y a même pas base de données, pourtant il fallait délivrer quelque chose, il fallait automatiser la collecte des données, l'analyse, etc. Je pense que, enfin, globalement, il faut quand même avouer que beaucoup de personnes, de façon générale, se plaignent de l'informatique. Il y a des applis qui ne fonctionnent plus, etc. Évidemment, on peut toujours faire mieux, on peut toujours avoir AWS avec du coup le stockage illimité, puissance de calcul illimitée, etc. Donc ça, évidemment, c'est mieux que des fichiers Excel qui traînent. Mais la réalité est qu'il y a des fichiers qui traînent. Qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup, ma conviction, c'est beaucoup, on doit bien comprendre les problématiques et proposer toujours une solution, quel que soit le contexte. Oui, je comprends. Mais tu vois, par exemple, moi quand j'étais en banque, dans le temps, hein, tu vois, je pense que on faisait des modèles assez avancés, tu vois. Donc, quand on voulait résoudre une problématique avec du machine learning, on faisait plusieurs modèles. Donc, on savait que c'était la régression logique, non, que c'était l'arbre de décision qu'on allait mettre en production. Pourquoi? Parce qu'on peut encoder ces règles comme des if-else, tu vois. Oui, ça fait, ouais. Et du coup, à côté, on allait faire des modèles de boosting tels que des ADA Boost ou des IG Boost. Tu vois, on faisait plein de modèles à côté pour montrer qu'on peut avoir de meilleurs résultats. Tu vois, ça, c'était juste éducatif pour le top management. Tu vois. Par contre, on était obligé de mettre nos arbres de décision en production à cause du système d'information. Oui, tu vois. Oui. Le système d'information, on ne pouvait pas intégrer avec du Python, on ne pouvait pas faire des API, tu vois, et tout était fait. C'était un système expert, je pense qu'il devait être en COBOL ou un truc, je ne sais même pas, mais en gros, c'est que ça marche. Le système d'info marche, on n'y touche pas. Et voilà, donc ça peut être assez limitant par rapport à l'innovation. Est-ce que toi, dans tes expériences, tu as voulu déployer, par exemple, des algos et tu t'es heurté, en fait, au fait que les systèmes d'information n'étaient pas très récents et que, du coup, ça s'y prêtait pas? Ouais, tout à fait. Donc, ça me fait repenser au projet là, sur la détection de chauffeurs de VTC que je n'avais pas fini, justement sur la partie un peu mise en prod. Alors, on a, pour la construction des modèles, donc on pouvait faire en local. Donc, ce n'était pas forcément un problème. Et donc, on pouvait obtenir des résultats finalement en batch, quoi. Et une fois que c'était fait, il fallait envoyer ces alertes. Et évidemment, on n'avait pas un outil pour envoyer ces alertes. On ne pouvait pas intégrer ces modèles dans un outil, etc. Et on faisait par mail. Ah ouais. On a automatisé l'envoi de mails. D'accord. Et derrière, il fallait aussi gérer les retours de mails. D'accord. Alors que si on avait un outil, tu vois, il n'y aurait pas ce genre de problème du tout. Et enfin bref. Et donc, encore une fois, pour moi, on peut toujours rencontrer des problèmes, entre guillemets, informatiques pour englober toutes sortes de problèmes qu'on peut rencontrer voilà, sur les systèmes d'information, les environnements, etc. et les outils. Ma conviction, c'est montrer la valeur, l'impact métier
pour derrière demander du budget. Je pense que si le modèle fonctionne vraiment, si les résultats ont vraiment de la valeur, si ça résout vraiment un problème, si ça ramène de l'argent, et ben derrière, ça va fonctionner. On aura AWS. Ouais, bon, voilà, je suis. Bon, j'ai un autre avis, je dirais. Parce que tu vois, tu peux faire des choses qui fonctionnent, mais fonctionner sur papier, tu vois, tu n'auras souvent pas la possibilité de mettre en production, tu vois. Parce que justement, tu n'as pas le système d'information, tu vois. Pour toi, ton cas s'y prêtait, tu envoyais des mails, mais si c'était des messages que tu devais envoyer à 100 000 utilisateurs, tu n'avais pas forcément envoyé des messages, alors que ça peut-être, ça allait générer peut-être un renouvellement de leur police d'assurance ou un truc comme ça, tu vois. Et du coup, parfois, tu n'as pas l'opportunité de simplement même prouver de la valeur, quand bien même ton modèle sur papier dit j'ai 0,90 d'accuracy, quoi. Ouais, bah, c'est là où pour moi, tu dois expliquer que ton modèle, tu dois montrer que ton modèle fonctionne et justement, tu t'arrêtes pas au score pour faire comprendre. Et donc, on peut tout à fait prendre, enfin maintenant, s'il faut envoyer, s'il faut tester, on peut prendre un échantillon. Mais c'est là où, en amont, je pense que ton modèle n'a pas forcément n'a pas besoin d'être testé dans le vrai monde pour le périmètre complet pour que ce soit validé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et je pense qu'à chaque fois, c'est aussi expliquer. Quand ça marche, on explique pourquoi. Quand ça marche pas, on explique pourquoi. Et ça, c'est pas le score qui nous dit. Oui, après, c'est vrai que aussi le top management ne nous suit pas forcément partout. Tu vois, dans le délire de data scientist, data engineer, professionnel de la data. Ouais. Et du coup, bah, il peut y avoir, c'est peut-être une volonté politique qui va débloquer du budget, tu vois, pour différentes choses. C'est peut-être, tu vois, par exemple, avec la vague de ChatGPT. C'est sûr que ChatGPT a débloqué beaucoup de budget, tu vois. Exactement. Ouais. Alors qu'il y a des projets qui attendaient depuis, tu vois. Ouais. Et du coup, quand il y a des projets comme ça, comme DALL-E, ChatGPT, tu vois, Midjourney, des trucs comme ça qui vont venir, bah, nous, c'est au final un ouf de soulagement parce qu'on sait que derrière, ça va débloquer du budget et qu'on va pouvoir mettre en œuvre, tu vois, les choses dont on avait les convictions, tu vois. Et que malheureusement, on ne peut pas prouver parce que c'est de la classification et que ce n'est pas de l'image et qu'on ne voit pas directement, quoi, tu vois. Ouais. Non, c'est sûr. Enfin, je pense que globalement, il y a deux approches, top-down et bottom-up. Top-down, le top management est convaincu et il y a du budget, donc voilà, c'est fait. Ou alors parce qu'il y a un besoin réglementaire aussi, parce que Solvabilité 2, c'était un besoin réglementaire et il fallait mettre le paquet. Et le bottom-up, c'est j'ai beaucoup pratiqué, et c'est beaucoup plus difficile, mais j'allais dire, j'ai quand même l'impression, et non, il s'est avéré que c'était possible. Tout à fait, j'en doute pas. Et du coup, vu que toi, tu es head d'un département de data science et d'actuariat, qu'est-ce que tu vois, par exemple, les 30 premiers jours d'un head of data science, pour toi, c'est quoi le framework pour que la mission puisse marcher? Du coup, ouais, en arrivant sur ce poste, je pense que c'est important de comprendre justement vite les problématiques liées au stockage, à la cartographie des données, les problématiques informatiques de façon générale, et identifier les problématiques, les cas d'usage qui peuvent avoir un impact financier important et en même temps qui a une forte faisabilité technique. Donc voilà, ça c'est, je dirais, l'identification, faire l'état des lieux. Et ensuite, aller vite sur justement les cas d'usage qui peuvent être le plus impactant possible avec des POC. J'aime pas le mot POC, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et avec aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment un ensemble d'outils qui facilitent la réalisation des POC. D'accord. Comme tu parles d'outils là, ça veut dire que est-ce que tu es de ceux qui aiment par exemple les clics-boutons? Alors, là aussi, je pense que c'est un constat. Pour le top management, il faut que ce soit un clic-bouton.
Voilà, c'est sexy, on applique, regardez, tout fonctionne. On clique, tout est mis à jour, on clique, tout est détecté. Malheureusement, encore une fois, c'est une réalité et on ne peut pas dire je ne fais pas ça, quoi. Donc, il faut qu'on réussisse à faire ça ou alors parfois donner l'impression que ça fonctionne. Oui, mais quand je parlais de clic-bouton, tu vois, ça va être tout ce qui est auto-ML, tu vois. Est-ce que toi, tu préfères construire from scratch, toujours construire, ou est-ce que tu préfères plutôt, tu vois, des outils essuie-étagères qui vont nous permettre d'avoir des quick wins? Là encore, je pense qu'avec les problématiques qu'on a en face, il faut choisir les bons outils. Pas forcément l'auto-ML, mais ça me fait penser justement à ChatGPT, qui aujourd'hui permettent rapidement parfois de labelliser des textes. Donc, dans un premier temps, on n'a pas forcément une base d'apprentissage, par exemple, pour une détection une classification de documents, par exemple. Et là, dans un premier temps, encore une fois, on peut utiliser, c'est un excellent outil, le ChatGPT, du coup, qui nous permettent de générer les premiers labels. Mais oui. C'est vrai qu'en termes privacy, tu vois, est-ce que, tu vois, on va pas mettre des documents privés de l'entreprise dans ChatGPT? Ouais, non, quand on dit ChatGPT, aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles qui sont similaires. Enfin, quand je dis ChatGPT, c'est un nom générique pour dire les grands modèles de langage, quoi. D'accord, très clair. Oui, donc avant le ChatGPT, il y a déjà largement des modèles zero shot qui permettent de donner des résultats parfois convaincants. D'accord, ok. Et du coup, par exemple, je ne voulais pas appeler le nom, tu vois, mais les outils qui vont nous permettre de faire de la modélisation, qui promettent de remplacer les data scientists, qu'est-ce que tu en penses? Par exemple, quels outils Oui, je vais donner un exemple parce que je ne suis pas contre. Au contraire, je trouve que ça a ses mérites, tu vois. Des outils comme Dataiku, par exemple, ou Datadog, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, en tant que Head of Data, c'est des outils que tu mettrais dans ta roadmap? C'est quoi ton positionnement par rapport à ça? Ça pourrait permettre d'industrialiser pour moi les processus, mais pour le coup, ça remplace pas du tout un data scientist. T'es un conservateur, toi. C'est vraiment chaque chose à sa place, quoi, pour moi. Et les data scientists, typiquement, doivent être là vraiment dans la conception. Et par exemple, quand tu parlais de l'auto-ML, moi je pense que pour les comment dire, j'ai envie de dire les vrais data scientists, c'est super. Parce que qui a envie de faire les boucles à la main? Si quelqu'un a déjà fait, on récupère la boucle, on est content. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que quand on est aussi en début de carrière, on veut plutôt coder, tu vois, ou bien... Alors maintenant, pour moi, justement, il y a comprendre ce qui se passe et coder. Et justement, je pense que parfois, il y a cette tendance qui peut s'installer, c'est puisque c'est fait, alors, du coup, le package et tout ça. Du coup, j'ai fait effectivement, comme tu disais, donc clic-bouton, et je considère que c'est fait. Mais en réalité, implémenter ce modèle et comprendre, c'est pas du tout... c'est pas du tout la même chose pour moi. Donc, même si tout est codé, tu peux réfléchir, ou parfois, même si tu codes toi-même, en suivant un tuto, pourtant, tu n'as rien compris. Certainement, quand tu dois quand même bidouiller un peu, tu comprends un peu plus. Ça, je comprends. Mais néanmoins, le fait de construire des applications clic-bouton, pour moi, c'est nécessaire. C'est l'évolution naturelle. Et par exemple, on revient sur des algos. Quand on utilise les packages, donc construire l'implémentation l'apprentissage des modèles, pour moi, aujourd'hui, c'est pas possible. On ne peut pas penser à faire ça. Même si moi, je l'ai fait, d'ailleurs. J'ai vu que tu fais des choses avec Excel, d'ailleurs. Exactement, avec Excel. Ouais, c'est très, très, très intéressant. Mais du coup, c'est pas limité. Du coup, c'est exactement ce que je disais. Pour moi, c'est
l'objectif de faire de l'Excel pour l'apprentissage des modèles, c'est pour comprendre. Tu vois. Pour moi, c'est pas pour industrialiser. Ah, pas du tout. Ah non, pas du tout. D'accord, mais ça veut dire que tu vas être content parce que tu peux faire désormais du Python dans Excel, là. Justement, pour moi, il faut pas faire du Python pour comprendre. D'accord. Et parce que parfois, si tu as envie que, certains qui ne codent pas comprennent aussi ce que tu fais, bah malheureusement, tu fais pas Python. Pas de VBA. Et même dans les fichiers Excel, là, un principe que je m'étais fixé, c'est même pas de formules complexes. Ah oui. C'est que des formules très, très simples. Ah oui, je pense que ça, c'est un bon challenge. Essayer de refaire le random forest directement dans Excel avec des formules très simples. Exactement. Et c'est pas du tout compliqué dans le sens où il faut décomposer les différentes étapes et comprendre chaque étape pour moi. Random forest, comme tu dis, c'est quoi? D'abord, c'est des arbres de décision. Donc, on comprend les arbres de décision à la base. Sinon, on ne peut pas comprendre des random forest. Oui. Voilà, les forêts sont faites d'arbres. Oui, tout à fait. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Et ensuite, le côté, bagging. Donc, c'est le principe de bagging. Et d'ailleurs, le principe de bagging, on peut aussi le faire pour la régression linéaire. Voilà. Ouais. Maintenant, du coup, le côté de choisir aléatoirement les variables, on comprend le principe. Donc, l'idée, c'est décomposer encore une fois ces différentes étapes dans Excel pour bien comprendre. Et derrière, on n'est pas obligé dans ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, d'implémenter encore une fois l'algorithme de bout en bout. Ok, très, très intéressant. Et toi, pour venir sur une phase un peu plus, parce que tu as quand même un profil de responsable, donc un profil avec des envergures assez managériales. Est-ce que si tu dois recruter aujourd'hui un data scientist, qu'est-ce que tu recherches chez lui et vice-versa? Ok, je comprends. Justement, récemment, là, je recrutais un alternant. D'accord. Et j'ai été très, très agréablement surpris du nombre de candidatures qu'on a reçues et les profils qu'on a reçus. Alors, depuis presque du coup une dizaine d'années, le processus de recrutement que j'ai, c'est dans un premier temps, je donne un test. Et les personnes peuvent faire un ou plusieurs exercices qui sont dedans. Et je dis évidemment jamais que c'est obligatoire de faire telle ou telle question. C'est dans un premier temps, c'est voilà la problématique, essayez de construire une solution. Et d'ailleurs, si vous pouvez, par exemple, déployer l'application. Et il y en a toujours des alternants qui m'envoient le dossier qui dit voilà l'application qui est déployée sur Azure. Ah ouais. Tu vois le niveau. Assez impressionnant. Ouais, à chaque fois, je me dis souvent quand j'envoie le test, je me dis ouais, c'est peut-être un peu dur là. Ouais. Et en fait, au bout tu es agréablement surpris. Exactement. Alors là, c'est quand je vois ça. Ah, c'est le rêve, je te recrute direct là. Ah, c'est exactement ce que je me suis dit. Avec un README bien propre. Ah ouais. Avec l'application qui est déployée, avec un notebook pour expliquer la démarche. Même les docstrings et tout ça dans les fonctions. Ah ouais, bah ça c'est le beurre et l'argent du beurre. Ouais. mais est-ce que tu ne penses pas que ce sont des profils qui, à l'instar des autres data scientists, ont quand même un petit côté informaticien? Très bonne question. C'est vrai que le côté informaticien, aujourd'hui, grâce à toutes les ressources qui existent, on peut être vraiment autodidacte. Et contrairement peut-être au côté mathématique, il n'y a pas forcément un obstacle qui est constitué par les théories mathématiques. Donc, parfois, c'est un peu compliqué. C'est plus facile d'apprendre l'informatique, tu veux dire? Je ne dirais pas ça parce qu'aujourd'hui, l'informatique, j'ai jamais considéré que c'était mon métier. Et souvent je dis je ne sais pas bien coder quoi. Et maintenant grâce à ChatGPT ça change. C'est un métier différent pour moi. D'accord. C'est un métier différent et toutes les ressources en fait qui existent avec les tutos nous permettent vraiment de délivrer encore une fois par exemple cette application. Mais du coup, vu que tu es quand même impressionné par les data scientists qui arrivent à te déployer une application sous Azure avec les bonnes pratiques de code et tout, est-ce que du coup, tu ne demandes pas indirectement à tes candidats d'être aussi informaticien?
pour moi, j'ai toujours cette idée, ce principe en tête, d'ailleurs, c'est ce que j'ai décrit aussi dans le test, c'est on a besoin de faire quelque chose. Faites-le, allez-y, montrez ce que vous savez faire. Donc la personne pourrait très bien faire avec des fichiers Excel. Mais bon, ce serait pas très bien adapté. Très original, oui. Mais voilà. Donc c'est vraiment montrer que je résous les problèmes de cette façon. Donc du coup, dans le cas d'un dashboard qui est interactif et tout, il se trouve que Dash, Flask, Django, Streamlit, je sais pas, il y a plein d'outils qui existent. Et si la personne connaît cet outil, il utilise cet outil pour déployer quelque chose et il dit voilà, c'est fait, il dit bravo. Ouais, ok. Donc l'essentiel, c'est de bien utiliser l'outil qu'on choisit, quoi. Tout à fait, ouais. Ok, j'ai une dernière question pour toi avant qu'on conclue. Quelle est les pratiques de code que toi, du coup, tu exiges dans ton département? Pour toi, c'est quoi les standards? Ou il n'y a pas de standard? Alors, j'ai appris un peu sur le tas aussi. Mais le bon sens me dit maintenant que c'est important de bien structurer le dossier, clairement nommé. C'est des petites choses, mais qui sont des choses au bout d'un moment très importantes, avec des scripts organisés proprement, avec un notebook, encore une fois, qui explique les choses, avec autoload. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps, même s'il y a quelques années, j'avais déjà vu, mais je ne comprenais pas pourquoi les gens mettaient tout le temps autoload. Maintenant, je comprends. Pour charger, mettre à jour automatiquement les fonctions à importer. Et de façon générale, surtout capitaliser. Parce que souvent, avec les fonctions qu'on fait, ça peut être utile pour d'autres. Donc, surtout si on travaille sur les mêmes données, donc le collecte, l'organisation, structuration des données, c'est important de les partager. Tout à fait. Donc de faire plutôt des modules, tout ça on peut venir réutiliser. Ou bien, toi, est-ce que tu es pointilleux, par exemple, jusqu'à toutes les étapes de la CI/CD, par exemple, tu dois faire des tests unitaires Pour moi, oui. Donc, c'est important que ce soit, clic-bouton, dans le sens où il faut que ce soit bien fait pour lors du déploiement, tout se passe bien. Et surtout, si on veut... Pour moi, souvent, c'est ça le critère. C'est si on veut mettre à jour quelque chose, il faut que ce soit vite. Il faut que ce soit fait vite et bien. Et pour ça, alors ce genre d'amélioration, il y en a tout le temps. Donc dès que au-dessus, les directeurs ils viennent, ils disent je voudrais rajouter ce feature, je voudrais changer ceci, cela. Donc je dirais que c'est presque le seul critère, c'est est-ce que tu arrives à faire des modifications rapidement. Maintenant, si tu arrives, je ferme les yeux, bravo, c'est fait, c'est cool. Donc, même si j'ai envie de dire, c'est pas très bien documenté, c'est pas grave. D'accord. Maintenant, il se trouve que pour bien faire ça, il faut des bonnes pratiques. Oui. Être bien modulaire, simplifier au maximum le code, commenter, mettre des choses dans l'ordre, etc. Faire du DevOps aussi un peu.